Le calme est enfin revenu dans la commune de Kasavubu après une journée mouvementée suite à une tentative de braquage avortée dans une agence de la Robank. Bilan de l'intervention policière, pas des pertes en vies humaines ni des blessés. Le ministère de l'Intérieur invite la population à collaborer avec les services de sécurité. Une bande des criminels ravitailleurs de la milice CRP de Thomas Lubanga a été capturée à Kisangani puis présentée aux forces de l'ordre en Ituri. Et puis le colonel Michael Randrianirina a été officiellement investi président de la refondation de la République de Madagascar. Il a prêté serment ce 17 octobre lors d'une audience solennelle à la haute cour constitutionnelle. Son accession au pouvoir par les armes fait suite à des manifestations populaires réclamant l'accès à l'eau et à l'électricité. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le calme est enfin revenu dans la commune de Kasavubu après une journée mouvementée suite à une tentative de braquage avortée dans une agence de la Robank. Bilan de l'intervention policière, pas des pertes en vies humaines ni des blessés. Les assaillants sont maîtrisés, affirme la vice-ministre de l'Intérieur. Elle appelle la population à collaborer avec les services de sécurité. Pendant près de 4 heures, la place Victoire a ressemblé à un véritable terrain d'affrontement. Des tirs, des sommations lancés dans tout le sens par les forces de l'ordre et l'armée dans l'objectif de dissuader les braqueurs qui ont tenté sans succès d'accomplir leur sale besogne dans cette banque réputée de la capitale, la Robank. La mobilisation était totale, alertée. Les services de sécurité ont réussi à stopper net cette action criminelle semblable à une véritable scène hollywoodienne en mettant la main sur certains braqueurs, à l'exemple de cette dame au nom de Honorine Porcher, une Congolaise naturalisée allemande venue depuis quelque temps dans la capitale congolaise et qui est à la base de cette action maléfique. Descendue sur le terrain, la vice-ministre de l'Intérieur a salué le professionnalisme de la police et de l'armée et a dressé le bilan. Nos services nous ont alertés sur la tentative de braquage à la Robank Victoire. Aussitôt informé, je suis descendu sur les lieux. Je peux vous dire avec certitude qu'à l'heure actuelle, la situation est sous contrôle. J'en profite pour féliciter nos services de sécurité, l'armée et la police nationale, pour avoir opéré avec professionnalisme. Il n'y a eu ni mort, ni blessés, et les assaillants sont maîtrisés. Je viens de présider à cette occasion une réunion de sécurité pour évaluer. Je demande à la population de rester calme et de collaborer avec nos services de sécurité. Face à ce énième cas de braquage, la population demeure inquiète et appelle à plus d'action contre ce phénomène devenu monnaie courante à Kinshasa, mettant ainsi en danger le quotidien des Congolais. Après sa visite au centre d'instruction de Kamina, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, Guy Kabombo, est arrivé à Kindu, dans la province du Maniema, où il recherche des solutions durables au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, selon le constat fait lors de sa dernière itinérance. Après son travail élaboré à la base militaire de Kamina d'Aléolomami, où le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, maître Guy Kabombo Mwadianvita, s'est assuré de l'évolution de la formation des militaires internés au centre d'instruction ainsi que du centre de santé base, dont les travaux ont évolué à 90% faits. Le chef de la défense congolaise est arrivé à Kindu dans la province du Maniema, déterminé de lier l'acte à la parole selon ses promesses faites lors de la dernière itinérance pour les vice-premiers ministres, ministre de la Défense Guy Kabombo Mwadianvita. Les problèmes urgents de l'armée congolaise doivent trouver une réponse adéquate. Jeudi 19 octobre,
Il a procédé à la remise d'une ambulance à l'hôpital militaire des garnisons de Kindu, posant aussi la première pierre pour le lancement des travaux de construction d'un autre hôpital moderne. En présence des autorités locales qui ont salué la volonté politique du représentant de Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État à la matière de sécurité et défense en RDC. Nous étions ici le 24 et le 25 août 2025. J'avais effectué une mission d'itinérance. Tout de suite, quand je suis rentré à Kinshasa, le lendemain, je fais rapport au commandant suprême des forces armées, président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a immédiatement donné des instructions que je devais mettre tout en œuvre pour pallier dans un délai raisonnable les problèmes les plus aigus de votre garnison. En porte-bonheur, Maître Guy Kabombo Madianvita a décanté la situation salariale du personnel civil soignant, rassurant l'achèvement des travaux de la route reliant Kindu à Lokando. Visite au centre de santé militaire de Luama, le dotant ainsi l'ambulance avant une sanction exemplaire à ceux qui ont brillé dans la mauvaise gestion des biens publics. À la 31e brigade d'intervention rapide, le chef de l'outil de la défense, Maître Guy Kabombo Madianvita, n'est pas fatigué de rassurer les épouses militaires et leurs dépendants à l'accompagnement du chef de l'État, commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration du social des militaires ainsi que leurs dépendants, les remettant en son nom un appui financier des hautes factures. En bref, je l'ai dit au sommaire, deux nouvelles grandes bandes des criminels ont été présentées au gouverneur militaire à Bunia avec 15 armes AK-47 et des munitions de guerre. La première est celle qui ravitaille la milice CRP Zahir en armes et munitions depuis la ville de Kisangani dans la province de la Chopo. La deuxième est celle constituée des hommes qui se sont rendus suite à la pression militaire sur la milice CRP de Thomas Lubanga, allié du M23. Et puis toujours à l'Est, au terme des 3 semaines de procès, 56 personnes ont été condamnées à des peines allant de 5 ans de prison à la peine de mort devant les tribunaux militaires de garnison de Béni pour complicité avec les islamistes et ADF. 6 ont écopé de la peine de mort. Les condamnés sont reconnus coupables de plusieurs faits infractionnels, dont la participation à un mouvement insurrectionnel, le financement du terrorisme et le crime de guerre par enrôlement des enfants. Les uns ravitaillent les ADF en vivres et non-vivres et les autres étaient chargés de recrutement ou des renseignements. Et puis, tête-à-tête entre le directeur général et patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, et le bishop Mwamposa Boniface de la Tanzanie, tout a tourné autour des performances de cette chaîne panafricaine en RDC. Et puis, direction Washington, nous devons les directeurs généraux adjoints du FMI, Doudou Fwamba, ministre des Finances, a présenté les performances macroéconomiques de la République démocratique du Congo, la gestion rigoureuse des finances publiques et aussi l'état d'avancement des réformes structurelles engagées conformément aux engagements pris dans le cadre du programme FEC. À cette occasion, l'argentier de la République a rassuré les partenaires sur les mesures de coordination entre la politique budgétaire et monétaire. Alors qu'à Kinshasa, l'appréciation du franc congolais suscite des doutes et des inquiétudes dans l'opinion publique nationale. À Washington, pour les assemblées annuelles 2025 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotai a rassuré les institutions de Bretton Woods que les mesures de coordination entre politique budgétaire et monétaire seront prises par le gouvernement de la RDC et la Banque centrale du Congo pour garantir la stabilité du franc congolais. Étant donné que les 7,4 milliards de dollars des réserves d'échange du pays détenues par la Banque centrale du Congo seront essentiellement issus de la politique budgétaire du gouvernement, notamment les appuis à la balance
des paiements venant de la coopération entre le gouvernement et les institutions de Bretton Woods, ainsi que les recettes fiscales du gouvernement. L'objectif du gouvernement est d'atteindre, à la fin de l'année 2026, des réserves représentant 3 mois d'importation de biens et services. Par ailleurs, le FMI a salué la stabilité macroéconomique observée entre juin 2024 et septembre 2025, tout en encourageant une meilleure coordination entre les politiques budgétaires et monétaires afin de consolider les progrès réalisés. Toujours à Washington, Doudou Famba Likonde Libotai a présenté les performances macroéconomiques de la RDC, la gestion rigoureuse des finances publiques ainsi que l'état d'avancement des réformes structurelles engagées conformément aux engagements pris dans le cadre du programme FEC. Après cette présentation, le directeur général adjoint du FMI a salué la résilience économique de la RDC en dépit d'un contexte sécuritaire et sanitaire difficile. Il a également reconnu l'impact considérable de la situation sécuritaire sur les budgets de l'État, laquelle ne facilite pas l'accumulation des marges de trésorerie nécessaires au financement des investissements prioritaires. Enfin, le DGA du FMI, Okamura, a encouragé les autorités congolaises à maintenir la bonne collaboration avec les services du FMI afin qu'ensemble soient identifiées des solutions durables aux différents défis économiques et budgétaires du pays, tout en souhaitant un retour durable de la paix sur l'ensemble du territoire national. Monsieur Okamura a souligné que cette stabilité serait essentielle pour favoriser une croissance plus inclusive, notamment au bénéfice des populations dans l'est du pays qui subissent encore les effets des conflits. Appréciation du franc congolais face au dollar américain. Des appels pour appuyer cette mesure continuent de tomber. Le dernier en date est celui du Conseil économique et social qui salue cette évolution favorable de la Banque centrale du Congo sur instruction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Conseil économique et social salue cette évolution favorable qui devrait avoir de retombées positives, tant directes qu'indirectes, sur l'ensemble de l'économie nationale. En effet, l'appréciation actuelle du franc congolais est un facteur économique favorable pour les ménages, les entreprises et l'État congolais. Cette évolution est expliquée à travers la formule classique de la croissance économique. 1. Une hausse du pouvoir d'achat de ménages. 2. Un effet d'entraînement sur les investissements. 3. Un impact maîtrisable sur les finances publiques. Même si l'appréciation peut temporairement réduire la valeur en francs des recettes publiques en devises, cette diminution sera compensée par 3 mesures, à savoir la suppression des allègements fiscaux accordés en 2024 aux importateurs et pétroliers, générant de nouvelles recettes, l'augmentation du volume d'activité économique grâce aux investissements privés et la reprise des exportations de cobalt soutenues par la hausse de prix internationaux. 4. Des exportations solides et des importations moins chères. L'appréciation du franc congolais augmente le pouvoir d'achat des Congolais, stimule l'investissement et l'emploi, renforce la stabilité économique, allège les coûts de la vie pour la population. Les conseils économiques et sociaux encouragent l'ensemble des acteurs économiques et sociaux à accompagner cette dynamique positive par des actions concrètes en faveur de la population, en faveur de la production locale, de la stabilité macroéconomique et de la croissance inclusive. Le communiqué est signé Jean-Pierre Kiwakana, président du Conseil économique et social. Et puis la Banque mondiale et l'Inspection générale des finances unissent leurs efforts pour renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo. Un échange de haut niveau a posé donc les bases d'un partenariat stratégique pour appuyer l'efficacité des missions de contrôle. Mercredi 15 octobre 2025, un échange de haut niveau a réuni autour d'une table la délégation de l'Inspection générale des finances et celle de la Banque mondiale. Il était question pour l'une des 2 premières institutions de Bretton Woods, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, communément appelée la Banque mondiale, de s'enquérir des objectifs et des résultats des missions de contrôle organisées par l'IGF, ainsi que l'exploitation obtenue de ces résultats dans le cadre de la redevabilité. La partie Inspection générale des finances était représentée par Christophe Bitassi-Moi, inspecteur général des finances, chef de service, avec à ses côtés Emmanuel Chibingu, inspecteur général des finances, chef
de service adjoint, et Herman Ieleza, inspecteur général des finances, coordonnateur des brigades mondiales. 5 délégués ont pris part aux échanges, dont 2 envoyés spéciaux de la Banque mondiale en présentiel et 3 en conférence call, conduite par le représentant de cette institution à partir de Washington. Les 2 parties ont mené des discussions sur les solutions envisageables dans le cadre du contrôle des finances publiques, mais aussi les axes d'appui éventuels de la Banque mondiale pour permettre à l'IGF d'œuvrer avec plus d'efficacité dans le développement de la RDC. Selon le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimwa Baïhi, cette rencontre vient à point nommé car voulue à la fois par l'Inspection générale des finances et par la Banque mondiale. La Banque mondiale finance la réforme des finances publiques en RDC et a déjà apporté son appui à l'IGF pour lui permettre de faire plus. Selon le gendarme financier Christophe Bitassimwa, l'appui de la Banque mondiale est davantage souhaité et permettra à l'IGF de renforcer ses capacités pour une meilleure surveillance des finances publiques au Congo-Kinshasa. Cette rencontre marque un tournant décisif dans la collaboration entre les 2 structures qui vont désormais travailler ensemble pour améliorer la gestion des finances publiques en République démocratique du Congo et promouvoir la redevabilité. Et puis reconnu pour sa proximité avec la population et son suivi rigoureux des travaux d'intérêt général, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, a été sur le terrain jeudi pour inspecter les travaux de construction des infrastructures routières en ville d'Uvira. Il est passé au port de Kalundu, le 2e de la RDC, pour le même exercice. Suivez. Reconnu pour sa proximité avec la population et son suivi rigoureux des travaux d'intérêt général, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, a été sur le terrain ce jeudi 16 octobre 2025. Sur la RN5, le surnommé Magoufouli du Sud Kivu a inspecté les travaux de construction du tronçon routier allant du rond-point Kavimvira jusqu'au port public de Kalundu. À Kalundu, l'autorité provinciale s'est rendue compte qu'une partie de la route a été détruite par le lac Tanganyika, ce qui risque de compliquer les travaux à cet endroit. Remercions d'abord le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a injecté les moyens encore une fois pour que, malgré la guerre que nous impose l'ennemi, que les travaux, les infrastructures continuent et qu'elles restent opérationnelles. Au public de Kalundu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, sous les applaudissements de la population, a effectué une visite éclair pour se rendre compte du déroulement des activités dans ces installations portières. Nous sommes ravis que le trafic sur le port de Kalundu, le 2e port le plus important de la République démocratique du Congo, le trafic est rétabli et renforcé. Nous sommes vraiment très contents de ce côté-là. Les habitants présents dans ces ports de Kalundu ont été très émerveillés par la visite du gouverneur des provinces qu'ils appellent affectueusement le Magoufouli du Sud Kivu. Avant de quitter les ports de Kalundu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi a instruit aux agents de la DGDA basés à ces ports d'exploiter les dépôts pour le déchargement des marchandises et annoncé que des mesures fortes vont être prises pour que toutes les marchandises qui entrent par ces ports soient taxées. Uvira, toujours, siège provisoire des institutions provinciales du Sud Kivu abrite les premières assises axées sur la retraite de leadership cohesive autour de la paix et le vivre ensemble, lesquelles assises sont ponctuées par la présence du gouverneur des provinces du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, qui a rendu hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour son engagement à pacifier l'Est de la RDC, victime d'agressions rwandaises. Répondant à l'invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, le gouverneur de la province du Sud Kivu, professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, a pris part aux activités de la retraite leadership cohésif qui se tient dans la ville d'Uvira du 16 au 17 octobre 2025.
Cet atelier, organisé par le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec l'organisation Initiative pour un leadership cohésif, porte sur comment construire un consensus sur le vivre ensemble entre les différentes représentations de la société civile, les patriotes wazalendo et les autorités congolaises à tous les niveaux autour des préoccupations des peuples et les enjeux de la crise en province du Sud Kivu à travers des échanges constructifs. À marge de cet atelier, le gouverneur de province s'est réjoui de voir que sa province a été prise en compte et remercie tous ceux qui contribuent pour que la résistance contre l'ennemi soit une réalité. Les impressions sont très très bonnes en ce sens que, encore une fois, nous venons d'expérimenter la promesse du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sa réalisation pour le renforcement de la cohésion sociale dans la province du Sud Kivu, notamment la cohésion, le leadership intercommunautaire dans la province. Pour prévenir, gérer, transformer les conflits, il faut qu'on soit ensemble. En travaillant ensemble, ceci renforce les initiatives que nous avions déjà commencées, notamment le cadre permanent de concertation pour le règlement pacifique des conflits dans la province du Sud Kivu. Et c'est une activité, celle-ci vient nous renforcer, nous sommes très contents, parce que c'est comme ça que nous allons résister à l'ennemi en étant tous ensemble, et nous sommes très contents. Enfin, le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi a remercié les compatriotes wazalendo, les forces armées, toutes les structures de la société civile, les autorités étatiques à tous les niveaux qui se déploient pour barrer la route contre l'ennemi par la résistance et la résilience. C'est une action interclub visant à soutenir les enfants défavorisés en appui à l'éducation nationale qu'ont mené jeudi 3 clubs Rotary de Kinshasa à l'école La Petite Flamme à Barumbu, les clubs de Kingabwa, celui de Matongé et le club Rotaract de Kinshasa Malebo en collaboration avec la fondation André Wamesso ont offert du matériel scolaire et didactique et ont repeint quelques installations de l'établissement scolaire à un moment de joie et surtout de partage avec les enfants. Commentaire de Gaëtan Koubabouranzi. Servir d'abord. C'est le leitmotiv des clubs Rotary et Rotaract dans le monde. Chaque jour pour eux est une occasion pour être utile à la communauté. Et parmi leurs axes d'intervention, il y a notamment l'éducation et l'alphabétisation de base. C'est à ça qu'ont répondu le Rotary Club Kinshasa Kingabwa, le Rotary Club Kinshasa Matongé, le club Rotaract de Kinshasa Malebo, qui, en collaboration avec la fondation Wamesso André, ont remis du matériel scolaire et didactique à une école de Barumbu. Ils ont également procédé à la réhabilitation des installations hygiéniques et repeint les salles de classe de la Petite Flamme qui accueille particulièrement les enfants défavorisés. Un jour mémorable pour les élèves. L'éducation ne se limite pas seulement aux livres et aux cahiers. Elle se construit aussi dans un cadre qui inspire et élève. Nous croyons profondément qu'en investissant dans l'éducation, nous investissons dans la paix, la justice sociale et le développement durable. Chaque geste, aussi modeste soit-il, a le pouvoir de changer une vie. Alors, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à la Fondation Wamesso pour sa confiance et son engagement à nos côtés. Je tiens à remercier l'équipe enseignante pour votre dévouement de ce repos. Madame Marie-Louise. C'est depuis plus de 100 ans que les Rotariens redonnent le sourire et améliorent la vie des communautés. Leur domaine d'intervention va de la paix dans le monde à la santé de la mère et de l'enfant jusqu'à l'environnement. Le Rotary a, dans ses axes stratégiques, beaucoup d'axes. On s'intéresse à la paix et la résolution des conflits, l'éducation, la lutte contre les maladies, l'environnement et surtout le développement communautaire. C'est le plus grand chantier du Rotary et c'est à travers nos communautés que nous réalisons notre intérêt de servir via des actions comme celles que nous sommes en train de mener ici à l'école La Petite Flamme. Après la projection d'un film éducatif avec les enfants et pour enflammer les élèves de La Petite Flamme, une animation avec des artistes et comédiens a bouclé l'activité.
En bref, pour terminer, à Madagascar, le nouvel homme fort du pays, le colonel Michael Randrianirina, a été investi ce vendredi président de la refondation de la République de Madagascar. L'investiture intervient 3 jours après la destitution du chef de l'État Andry Rajoelina par l'Assemblée nationale. Dans son discours d'investiture, le colonel a promis de travailler avec toutes les forces vives de la nation et une rupture avec le passé. Par ailleurs, l'Union africaine a annoncé mercredi la suspension de ce pays, de ses institutions avec effet immédiat. L'UA a aussi rejeté totalement le changement inconstitutionnel qui viole donc les principes de l'organisation. On va prendre les rappels des titres à présent. Le calme est enfin revenu dans la commune de Kassavubu après une journée mouvementée suite à une tentative de braquage avorté dans une agence de la Robank. Bilan de l'intervention policière, pas de pertes en vies humaines ni de blessés. Le ministère de l'Intérieur invite la population à collaborer avec les services de sécurité. Et puis une bande de criminels ravitailleurs de la milice CRP de Thomas Lubanga a été capturée à Kisangani puis présentée aux forces de l'ordre en Ituri. Le colonel Michael Randrianirina a été officiellement investi président de la refondation de la République de Madagascar. Il a prêté serment ce 17 octobre lors d'une audience solennelle à la Haute Cour constitutionnelle. Son accession au pouvoir par les armes fait suite à des manifestations populaires réclamant l'accès à l'eau et à l'électricité. On va prendre la revue de presse à présent. Et c'est avec Nathan Diamouté qui est déjà avec moi sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. 2 sujets à la une. D'abord, braquage à la place Victoire. L'événement fait la chronique. Exactement, Christian Kalonji. Kinshasa a vibré au rythme d'une série espagnole, La Casa de Papel. Eh bien, nous commençons cette tour d'horizon avec cette image qui a fait les tours de réseaux sociaux hier soir. Christian Kalonji qui nous parle justement de ce film, La Casa de Papel, un film espagnol, bien évidemment. L'unique femme membre du gang impliqué dans le braquage raté dans la Robank à la place Victoire. Eh bien, elle s'appelle Honorine Porsche. C'est une ressortissante allemande d'origine congolaise. D'après ses pièces d'identité, je crois, le passeport de la jeune dame est juste après cette capture est trouvé lors de la perquisition de son appartement par la police qui a également retrouvé des objets à la pratique occulte. Eh bien, selon les premières informations, Christian Kalonji relayées dans la soirée de jeudi par Radio Kapi et d'autres sources locales rapportent la presse en ligne. Changement 7. Tous les assaillants auraient été maîtrisés. Bilan officiel, aucun décès, aucun blessé. Le nombre exact des assaillants n'a pas été révélé jusqu'à là, mais tous auraient été escortés par les forces armées afin de répondre de leurs actes devant la loi. Eh ben, Total Info, de son côté, relève dans son portail plusieurs défaillances d'ordre sécuritaire à la base du débat au sein de l'opinion. Plusieurs analystes cités dans ces pages intérieures pensent que si des civils ont pu circuler librement dans une zone d'intervention armée, c'est une faille grave. Selon quelques experts en sécurité, une opération de sécurité de cette envergure doit impérativement établir un périmètre sécurisé pour éviter les dommages collatéraux. Top Actu News estime que cet incident remet en question les dispositifs de sécurité dans les institutions financières de la capitale. Les banques, souvent très fréquentées, sont devenues des cibles potentielles pour les malfaiteurs, malgré la présence des gardes privés et des caméras de surveillance. Les experts en sécurité appellent à un renforcement de mesures de prévention et à une meilleure coordination avec la police. FM TV conclut pour sa part, les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs de ces actes et comprendre justement les réseaux derrière ces attaques répétées. Christian Kalonji.
Alors on va boucler avec ce sujet également important et qui intéresse le grand public. Guerre dans l'est de la RDC, les journalistes des zones occupées dans l'incapacité de faire correctement leur boulot. Tout à fait, Christian Kalonji. On retrouve cette information à la une du journal Les Maximum qui est titre, juste là vous voyez, État policier dans les Kivu occupés, l'enfer raconté par des journalistes congolais. Ben Christian, l'hebdomadaire d'information générale fait savoir que dans les villes et grandes agglomérations des territoires occupés par la coalition RDF, AFC, M23, la vie des Congolais n'est pas rose. À Goma, Bukavu et dans une certaine mesure justement, Lubero et dans des zones éloignées de feu de la RAP, voilà, c'est les Cafarnaum de New Humanitarian, un tabloïd suisse spécialisé dans les guerres et conflits, publie dans une série de reportages sur la vie dans ces gorges profondes de l'Est congolais, des révélations de journalistes congolais. Un journaliste d'une radio locale d'un autre village, précise ce journal, a déclaré que sa station avait suspendu ses émissions après que les rebelles eurent pillé leur petit studio, emportant non seulement la table des mixages, des ordinateurs et les microphones, mais aussi les chaises en plastique et les matelas sur lesquels ils dormaient pendant les gardes de nuit. Des experts des Nations Unies, conclut ce journal, affirment que le Rwanda contrôle de facto les opérations du M23, tandis que Human Rights Watch a conclut qu'il est une puissance occupante au regard du droit international, ce qui le rend juridiquement responsable des exactions commises par les rebelles du M23. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce vendredi. Je vous remercie de votre présentation, Nathan Diamouti. C'est moi que vous remercie, Christian Kalonji. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous suivent depuis Antananarivo grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.